postdoc à Stanford, et maintenant il est CNRS à l'ISCO, donc l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. Voilà, et il va nous parler de microfluidique et de l'écoulement en milieu poreux. Voilà, je te laisse la parole. Merci pour l'introduction. Donc moi je fais de la mécanique des fluides, dans les milieux poreux. Donc je suis dans un institut qui est l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, assez différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres instituts où on va faire de la mécanique des fluides. Je vais essayer de partager un petit peu ce que je fais. Alors, par exemple, ici, là, ce que vous voyez, ça c'est une image en 3D. Je ne sais pas si vous avez une idée à quoi ça peut correspondre. Donc, en gros, la taille caractéristique, là, c'est qu'on fait un cube d'1 millimètre par 1 millimètre par 1 millimètre. Ça, c'est une image d'un échantillon de roche, en fait, d'un grès, qu'on a imagé avec de l'imagerie Tomo, un peu la même chose que quand vous allez faire des radios à l'hôpital. Ça vous donne une image en 3 dimensions de la structure de la roche, sur laquelle nous, on fait du maillage. Là, on a segmenté, on a retiré l'espace solide et on a résolu l'écoulement, donc les équations de Stokes, parce que nous, on est sur des écoulements très lents, dans cette structure. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on fait au niveau des équipements milieu poreux. Donc je vais détailler un petit peu plus tout ce qu'on fait, mais c'est plutôt pour illustrer cette image. Alors qu'est-ce qui nous intéresse en milieu poreux? Donc c'est assez vaste. Donc ici vous avez différents types d'applications d'actualité qui nous intéressent. Donc dans les milieux poreux, on va s'intéresser par exemple à tout ce qui va être le stockage de CO2 dans les formations géologiques profondes. L'idée, c'est qu'on capte le CO2 en surface, on l'injecte dans le sous-sol, histoire de réduire l'empreinte de ce gaz à effet de serre. On va s'intéresser à toutes les problématiques de pollution des sols et des nappes phréatiques, pollution des hydrocarbures au solvant chloré, donc c'est des équipements multiphasiques qu'on va chercher à comprendre pour ensuite proposer des solutions de remédiation. Toutes les techniques de stockage de gaz, par exemple des techniques de géothermie, ça implique des fluides, ça implique des milieux poreux. La difficulté dans ces approches, c'est que c'est des systèmes qui sont multi-échelles. On a des échelles qui vont de la taille de pore qui peuvent être nanométriques, jusqu'à des échelles de fonctionnement qui sont plutôt kilométriques. Donc voilà, on a tout un problème de changement d'échelle pour faire passer de là où sont nos phénomènes jusqu'à l'échelle d'application. Un des problèmes, c'est que ce n'est pas seulement des écoulements. Donc on a des écoulements à plusieurs phases en présence, mais on a la chimie de surface. On peut avoir des processus thermiques et la structure de nos pores, de nos matériaux poreux, elle n'est pas fixe dans le temps, elle va bouger. Elle peut bouger à cause de ces interactions avec la chimie, elle peut bouger avec des interactions atomiques, par exemple des gonflements, par exemple de la fracturation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer des méthodes, prédire ce qui va se passer à très grande échelle, et pour ça, en fait, on va avoir besoin de revenir sur des approches plus fondamentales, qui sont ce qu'on va appeler l'échelle du pore. Donc de façon schématique, en milieu poreux, on va dire qu'il y a deux échelles de description des phénomènes de transport. C'est schématique, on pourrait considérer une cascade d'échelles plus complexe. Donc une échelle, on va dire l'échelle des milieux continus. Alors c'est milieu continu au sens milieu poreux. Donc ici, vous avez la loi de Darcy. En fait, c'est une loi qu'au Moyen-Âge, on ne connaît pas la structure, du milieu, mais à la place, on a des propriétés homogénéisées, effectives, perméabilité, surface effective, porosité. Et la loi de Darcy, c'est celle qui contrôle l'équilibre. De l'autre côté, si vous zoomez sur ce milieu poreux, là, on a une approche qui est plus fine, qui est l'approche plutôt mécanique fluide, où on peut décrire exactement où se situe le solide et où se situe le fluide. Donc là, vous voyez, en rouge, vous avez le solide, en bleu, vous avez le fluide, vous avez une condition à la limite entre le fluide et le solide, et ici, c'est les équations de la mécanique des fluides. Et on résout les équations de la distance. L'échelle de Darcy, c'est vraiment une moyenne volumique, une homogénéisation de cette échelle fondamentale. Alors, l'enjeu pour nous, c'est de développer des modèles effectifs à l'échelle de Darcy, parce que la loi de Darcy, elle est valide, on la connaît depuis, je ne sais plus, 150 ans, mais elle est valide dans une certaine gamme de paramètres. Elle est valide pour les écoulements lents, elle est valide pour des pores assez gros, et elle est valide surtout en monophasie. Donc
Nous, quand on va travailler sur des équipements multiphasiques, RO, PO, 1000, on va chercher des alternatives. Quand on va avoir notre structure chorale qui va évoluer à cause de phénomènes physiques, de phénomènes chimiques, la loi de Darcy n'est plus valide non plus. Donc voilà, notre stratégie, c'est de retourner sur des fondamentaux, là où la physique est bien établie, résoudre cette physique, et ensuite mettre à l'échelle pour développer des modèles effectifs. Donc j'ai mis quelques rappels, je pense que j'imagine au moins sur celui-là, tout le monde devrait être bon. Donc, sur cette petite échelle, les équations de Navier-Stokes, équation de conservation de la masse, conservation de la quantité de mouvement, et de façon très importante, une condition de non-glissement à la surface du solide. Alors, cette condition de non-glissement, elle est pas valable tout le temps chez nous, en milieu poreux, notamment dès qu'on va avoir, par exemple, du gaz dans des nanomatériaux, on va avoir du glissement des molécules. Dès qu'on va avoir des écoulements multiphasiques, la condition de non-glissement est plus valable. Donc là, c'est définir cette condition de non-glissement pour les équipements multiphasiques, c'est quelque chose d'assez compliqué. On a un regard qui travaille intégralement sur cette question. Comment définir cette condition aussi lorsqu'on va avoir des réactions chimiques, ou lorsqu'on va avoir une rugosité de surface et qu'on ne peut pas décrire explicitement la rugosité. Donc voilà, ça, c'est des questions qui sont de l'autre côté du spectre des échelles. On a cette loi de Darcy. Donc, la loi de Darcy, la façon la plus simple qu'on peut voir, c'est notre vitesse moyenne, elle est proportionnelle à la perte de charge, et le coefficient de proportionnalité, c'est la perméabilité. Donc ça a été proposé empiriquement. Aujourd'hui, c'est plus une loi empirique, elle a été démontrée formellement, c'est une homogénéisation des équations de Stokes. Mais elle a, ce que je disais tout à l'heure, elle a une gamme de validité qui peut être limitée pour un bon nombre d'applications, notamment de ce qui va toucher au multiphasique ou au transport réactif. Donc ça, c'est les deux approches, et petite échelle, grosse échelle, donc Navier-Stokes, Darcy. Dans les modèles que moi j'utilise, que je développe, ce qu'on appelle micro-continu, les approches micro-continues, on est sur quelque chose qui est intermédiaire, qui est entre les deux, et en fait, on utilise une équation qui s'appelle Darcy-Brickman, que j'appelle ici Darcy-Brickman-Stokes. Donc là, vous reconnaissez les deux premiers termes, vous reconnaissez un terme de Stokes. Le dernier terme, vous avez une force de traînée qui nous correspond à la loi de Darcy. L'avantage de cette équation, c'est qu'elle est valide, quelles que soient les échelles, on va dire. Vous pouvez récupérer une formulation de Stokes si vous êtes dans un domaine qui contient que du fluide. Par exemple, ici en blanc, c'est un domaine qui contient que du fluide, porosité égale 1. La porosité, c'est le taux de fluide par rapport à un volume de contrôle. Donc le terme il n'y a pas de solide, le terme de traînée disparaît, on récupère une équation de Stokes. Quand vous êtes dans un domaine poreux, le frottement sur les parois est tellement important qu'en fait il est dominant sur le terme visqueux, ce terme est négligeable et on récupère une loi de Darcy. Donc on a une seule équation qui nous permet finalement de couvrir toutes ces différentes échelles. Donc nous on a construit toute une approche de calcul basée sur cette équation qui nous permet finalement de faire des calculs à différentes échelles. Alors, je vais donner quelques exemples pour ça. Donc, une des approches directes, c'est de faire des calculs dans des images de roche, ce que je vous disais tout au début. Donc, on prend un échantillon de roche, on le scanne avec un microtomographe, et on identifie qu'est-ce qui est du vide, qu'est-ce qui est du solide, et on veut faire du calcul d'écoulement à l'intérieur. Un des problèmes, c'est que quand vous faites cette imagerie, vous allez être limité finalement par la résolution de l'instrument. Ici, notre instrument, il pouvait mesurer, la résolution, c'était 3 microns et quelques par voxel, c'est-à-dire que tous les aspects, tous les détails géométriques qui vont être plus petits que ces 3 microns, on ne va pas les voir dans l'image. En fait, ils vont être flous. Donc sur l'image, on va avoir un niveau de gris. Quand on va faire la segmentation pour savoir qu'est-ce qui est vide, qu'est-ce qui est solide, on va plutôt être dans une zone de gris, on ne sera pas noir et blanc, on sera plutôt dans une zone de gris. Donc cette approche micro-continue qui nous permet finalement d'avoir au sein d'une même simulation
des zones Navier-Stokes et des zones poreuses, bah, nous permettent de modéliser cette information qu'on voit pas dans les images. Et donc voilà, ça c'est sur l'échantillon qu'on a fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait à peu près 2% de la porosité qui n'était pas prise en compte, qui était sous la résolution de notre instrument et qu'on ne pouvait pas voir dans l'image. Donc en faisant les calculs, ce qu'on voit, c'est que si on néglige en fait cette porosité sous voxel, on peut avoir un ordre une erreur qui est quasiment x2 hein, sur nos estimations de nos paramètres effectifs. Et c'est une erreur de x2 sur seulement 2% de porosité sous voxel. Au moment où vous allez avoir d'autres types de roches avec plus de porosité sous voxel, cette erreur va augmenter. Donc ce que je disais, c'est qu'on a fait on a étendu cette approche d'Darcy Brickman-Stokes. Donc initialement, cette équation elle est valable pour du monophasique. Donc pour du monophasique, elle est très appropriée pour simuler des écoulements dans des domaines qui ont deux tailles de pores caractéristiques, par exemple des milieux fracturés. Milieu fracturé, donc on a une fracture, un réseau de fractures, entouré par une matrice qui est poreuse. Et donc on a un contraste de taille de pore entre l'ouverture de la fracture ici et la taille de pore dans la matrice. Donc si on a deux tailles de pore différentes, on voit que ça sera assez compliqué finalement de tout simuler à petite échelle parce qu'il faudrait mailler et représenter toute la porosité dans la matrice poreuse. Ici, avec ce type d'approche, ce qu'on peut faire, c'est on va résoudre notre Stokes dans le réseau de fracture et on va résoudre un Darcy dans la matrice poreuse qui entoure l'écoulement. Ça, c'est une approche claire. L'autre chose qu'on peut faire, c'est faire de la simulation monophasique avec des approches pénalisées. On va considérer en fait, donc si vous voulez faire ce type de simulation, donc là vous avez un espace poral, en blanc c'est les grains. Si vous voulez faire une simulation là-dessus, l'approche la plus classique CFD, ça serait de dire je vais établir un maillage complexe pour ce type de géométrie. Donc, c'est-à-dire le maillage, je vais mailler seulement l'espace vide et je mettrai une condition limite entre mon grain et mon solide. On voit qu'on est sur des maillages très compliqués, donc toute la complexité du maillage. Une autre approche, c'est de considérer juste une grille cartésienne et de colorer finalement les pixels qui sont les voxels qui sont les cellules qui sont occupées par des grains solides. Et je vais considérer que les grains solides, c'est des milieux poreux, très peu perméables, très peu poreux. Et donc avec la technique qu'on utilise avant, donc c'est ce qu'on appelle, avec l'équation qu'on utilise avant, ce qu'on voit, c'est qu'en faisant ça, on récupère exactement le même type de champ d'écoulement. Là, l'avantage, c'est qu'on peut faire des calculs sur des géométries très complexes, juste en utilisant des grilles cartésiennes. L'avantage de cette technique, c'est que si on a besoin de faire bouger notre interface fluide-solide, par exemple, si on a une réaction chimique, vous avez votre interface, ici c'est un minéral, ici c'est le fluide, et mon interface, elle va bouger parce que je vais avoir des réactions chimiques à l'interface entre fluide et le solide. Par exemple, une dissolution. Vous commencez à dissoudre votre grain solide, l'interface, elle va reculer. L'avantage de ces techniques, c'est qu'on peut du coup juste mettre à jour notre fonction couleur qui distribuait le solide sur l'écran. Donc, toujours avec ces approches micro-continues, donc là c'est plutôt mes collègues à l'université Princeton, Francisco Carrillo et Yann Bourg, qui ont étendu la technique pour modéliser la déformation du milieu. Lorsque par exemple vous avez des gonflements d'argile, donc c'est toujours basé sur ces mêmes approches d'Arcy Brickman, où là ils ont ajouté en plus la pore mécanique. Et on a travaillé à étendre cette technique aux écoulements multiphasiques. Donc multiphasique, par exemple, gaz liquide, air, huile. Donc là, vous avez en noir, vous avez votre solide, en bleu, vous avez de l'eau, et ici, par exemple, vous avez une goutte d'huile. On a une goutte d'huile dans l'espace libre, et vous avez une goutte d'huile ici dans l'espace poreux. Donc là, dans cette présentation, je vais vous présenter les travaux qu'on a fait pour le couplage avec la chimie de surface et l'extension de ce modèle micro-continu au régime multiphasique.
Donc, une des questions qui nous intéresse, pour nous, hein, dans l'aspect milieu poreux du sous-sol, ça va être par exemple de pouvoir estimer quel est le taux de réaction effectif dans le sous-sol. Donc, sur le sous-sol, il y a plein de minéraux, il y a plein d'espèces différentes, il y a des réactions chimiques qui s'effectuent, des réactions géochimiques qui s'effectuent à la surface des minéraux. Une chose qu'on sait, et qu'on sait depuis assez longtemps, c'est qu'il y a souvent un décalage de plusieurs ordres de grandeur entre les taux de réaction qui sont mesurés au labo dans les BFR et les taux de réaction qui sont estimés sur le terrain. Alors pourquoi on a ces différents ordres de grandeur? Donc quand on parle de différents ordres de grandeur, ici on est des fois à 100, 1000 de différents ordres de grandeur sur le taux de réaction qui est entre celui qui est mesuré au labo et celui qui est mesuré sur le terrain. Donc un des éléments de réponse, c'est que donc on a un taux de réaction à la surface des grains, donc on pourrait penser qu'il est proportionnel finalement à la surface géométrique. En fait, ce qu'on voit, c'est que si on fait un calcul d'écoulement, donc ici, c'est une section d'un grès, hein, c'est un calcul de Stokes. Ce qu'on y voit, c'est qu'en fait, toutes les surfaces ne sont pas contaminées de la même manière par l'écoulement. Donc ici, vous voyez qu'il y a des écoulements préférentiels qui finalement, donc ça c'est une petite portion de la micro-simulation qui occupe à peu près 30% de l'espace fluide. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez du transport qui est piloté par de l'advection, seules les surfaces qui sont à proximité de ces chemins d'écoulement préférentiels seront contaminées. Dès que vous serez dans des zones d'écoulement lent, vous serez contaminé pas de la même manière. Donc en gros, on a notre surface réactive accessible qui va être réduite par ces conditions hydrodynamiques. Vous voyez que si vous êtes piloté par la diffusion, pour le coup, en diffusif, vous allez contaminer toutes les surfaces. Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est pouvoir estimer cette surface réactive accessible. Alors pour ça, on a développé tout ce code de calcul basé sur les approches micro-continues que je vous ai présentées précédemment, qui nous permet de faire de la réaction de surface et ici de bouger l'interface fluide-solide en fonction de ces réactions. Donc tous les codes, on les implémente sous la plateforme OpenFOAM, qui est une plateforme de CFD open source, que nous on développe toutes nos librairies justement pour les milieux poreux au cœur de cette plateforme. Et la première chose qu'on a voulu faire, c'est vérifier que nos modèles sont pertinents. C'est assez facile de développer des modèles, d'avoir de belles vidéos, des belles images. Nous, on voulait s'assurer que nos modèles étaient pertinents et robustes. Donc pour ça, on a fait des expériences microfluidiques. Donc ici, vous avez l'expérience assez simple au final. Un microcanal, donc la largeur du canal, c'était 1,5 mm. La profondeur, c'était 200 microns. Et on a placé un cristal de calcite au milieu. Et on a injecté de l'acide chlorhydrique pendant plusieurs heures. Et donc l'acide chlorhydrique va dissoudre notre grain de calcite qui est au milieu du domaine. Donc avec la microfluidique, on a une vue par-dessus et on peut suivre l'évolution du cristal de calcite. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc là, vous avez l'écoulement qui se passe de la gauche vers la droite. C'est à différents moments de la dissolution. Et ce qu'on voit, on voit le grain qui rétrécit au fur et à mesure du temps à cause de cette réaction de surface. Et on a ici une asymétrie dans la géométrie du grain, une sorte de profilage qui est en train de se faire, qui est lié à cette interaction complexe entre l'hydrodynamique et la chimie de surface. Donc on voit que finalement on dissout beaucoup plus en amont qu'en aval, et on a cette forme profilée qui arrive. Ce que vous voyez en dessous, c'est les résultats de simulation. C'était une simulation en 3 dimensions, qui ont été effectuées sans calibrage, à part la constante de réaction. Ça nous a donné beaucoup de confiance dans l'outil qu'on avait développé. On a des résultats qui sont en très bon accord entre l'expérience et la simulation. Et avec cet outil qu'on a considéré validé, on a pu étudier des domaines un peu plus compliqués. Donc là, vous avez quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un milieu poreux, c'est pas juste un grain. Donc ici, on a un ensemble, un tableau de grains. Donc ce qui est en rouge, c'est des grains réactifs.
Et pareil qu'avant, on injecte une solution acide de la gauche vers la droite. Et ici, on a voulu étudier différents régimes de dissolution. Donc pour ça, on a fait varier les paramètres adimensionnés, donc le nombre de Peclet et le nombre de Damköhler. Donc pour un flux de données, le nombre de Peclet il va augmenter lorsqu'on va augmenter l'injection à l'entrée. On va augmenter sa vitesse. Le Damköhler, lui, il décrit la réaction de surface, le temps de réaction de surface sur le temps de diffusion. Donc pour un flux de données, ça va finalement être, on va augmenter la réactivité des minéraux. Donc on a fait varier ces deux paramètres, on a lancé plein de simulations et on a obtenu 5 régimes de dissolution différents. Donc c'est des dissolutions instables en fonction de ce Peclet et ce Damköhler. Donc si vous êtes sur des nombres de Damköhler supérieurs à 1, ce qu'on voit, c'est que pour des régimes qui sont très diffusifs, donc Peclet supérieur à 1, on a un front stable. Donc comment vous dissolvez tout en même temps. Vous avez un front de dissolution qui est en train de se passer. Si vous augmentez votre débit d'injection, mais vous êtes toujours dans un domaine diffusif, donc là on a ce qu'on appelle une dissolution conique. Donc encore, on a ce front qui était stable, qui commence à se déstabiliser au milieu, et qui emporte tous les autres grains avec lui. Et si vous êtes sur un Peclet au-dessus de 1, donc ici c'est le transport par advection qui commence à prendre le pas, et on a ces instabilités de dissolution qui se passent. Donc on a des chemins préférentiels qui se forment lors de la dissolution. Et à la fin, donc, on a ce qu'on appelle les wormholes, un régime en wormhole. Donc là, on en a un seul qui est dominant, et pour des régimes très rapides, on a cette ramification des wormholes qui se pour des nombres de Damköhler inférieurs à 1, quel que soit le régime d'écoulement, là on a une solution uniforme, donc tous les grains se réduisent à la même vitesse. Donc là, c'était des expériences à petite échelle, on est vraiment pour scale avec une description très fine des phénomènes. Ah oui, non, j'ai oublié un truc. Une fois qu'on a ces simulations, ce qu'on peut faire, c'est faire des moyennes pour mettre à l'échelle et finalement répondre à notre question initiale qui était quelle est la surface réactive accessible. Et donc là, on obtient une loi, en exponentielle là, qui dépend finalement de ce nombre de Peclet, de ce nombre de Damköhler. Donc on voit que plus on va être diffusif et plus la surface réactive accessible correspond à notre surface géométrique, mais plus on va avoir de l'advection et plus la surface va être réduite par l'existence de ces chemins préférentiels. Donc ce que je vous ai montré, c'était à des toutes petites échelles sur une géométrie très fine, mais on peut en fait utiliser le même type on peut utiliser le même type de simulation pour regarder sur des écoulements sur des géométries un peu plus grandes. Donc là, on a comme une carotte, donc qui est complètement poreuse initialement. Et ce qu'on fait, pareil qu'avant, on injecte notre acide de la gauche vers la droite. Et ce que vous allez voir dans la vidéo qui va apparaître, c'est qu'on va voir l'émergence d'instabilité de dissolution. Alors la visualisation, c'est le négatif en fait. Je vais vous montrer seulement les voxels qui contiennent que du fluide. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on commence par avoir ces instabilités de dissolution qui commencent à se créer. Donc il y a une compétition entre elles et elles ont un certain rayon d'action autour. À un moment, il y en a une qui est dominante qui empêche les autres chemins préférentiels, donc on appelle ça les fingers en anglais, de se développer. Et à la fin, on n'a qu'un seul gros chemin qui percole le système. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire. Et ici, c'est le genre de simulation qu'on a fait avec un maillage purement cartésien. Donc là, vous avez, ça c'est des instabilités qui ont été découvertes dans les années 80 par D'accord et Normand. C'est un papier qui a été publié dans Nature. Donc ici, c'est le négatif. Donc on a fait un moule après coup de l'espace poral. Donc je vous ai parlé du monophasique couplé avec du transport réactif, donc notamment cette réaction de surface.
une grosse de nos applications, parce que dans le sous-sol, en fait, on est rarement dans des équipements monophasiques, on a du multiphasique. Quand vous êtes dans la zone non saturée, donc on a de l'air et de l'eau. Dès que vous êtes dans des réservoirs pétrolifères, par exemple, vous avez de l'eau et de l'huile. Dès qu'on veut faire du stockage de CO2, ben, on va avoir du CO2 supercritique et de l'eau, donc avec des interfaces miscibles. Et au niveau de la physique, finalement, on a encore du vaisseau dans chaque fluide. On a une interface entre les deux fluides, c'est ça qui est assez compliqué, qui a une certaine courbure, qui va se déplacer au cours du temps. Donc on a un saut de pression entre les deux, c'est la loi de Laplace. Et de façon très importante, on a des points de contact entre le solide et les deux fluides. Donc ça, au premier ordre, on peut modéliser ça par des angles de contact. Hein. Donc on a un angle qui est formé entre le substrat solide et l'interface entre les deux fluides. Donc quand je suis supérieur à 90 degrés, on dit que je suis non mouillant. Quand je suis inférieur à, donc si je vous dépose une goutte, elle va rester sous forme de goutte. Si vous êtes inférieur à 90 degrés, on va dire que je suis mouillant, donc la goutte va avoir tendance à s'étaler. Et pour nous, en milieu poreux, c'est très important de faire cette distinction entre mouillant et non mouillant, parce que pousser un fluide mouillant par un fluide non mouillant, on ne va pas du tout obtenir la même dynamique que de pousser un fluide non mouillant par un fluide mouillant. Donc voilà un petit. Et ça, c'est des choses c'est assez mal décrire, modéliser d'un point de vue très large échelle. Donc, à la petite échelle, qu'est-ce qu'on fait? On fait des simulations volume of fluid. Ça, c'est un exemple de simulation. Donc, finalement, on décrit notre interface par une fonction de couleur. 1, je suis dans le liquide. 0, je suis dans l'huile, par exemple. Et j'advecte cette équation. Donc, on peut calculer du coup la courbure à chaque temps, et on obtient ce type de simulation. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est de coupler ces simulations volumétriques qui sont assez standards en mécanique des fluides, avec nos approches continues. On a dérivé toutes les équations, on obtient ce jeu d'équations différentielles qui est valide quelle que soit l'échelle, hein, donc à l'échelle du pore, à l'échelle de Darcy, mais aussi à ces échelles intermédiaires, on a des zones poreuses et des zones de Darcy. Donc là, on a fait une dérivation rigoureuse des équations. Dans ces équations, vous voyez qu'il y a 3 paramètres là qu'on va appeler des paramètres multi-échelles. Ces paramètres multi-échelles, pourquoi multi-échelles? Parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes valeurs selon qu'on est dans un domaine qui contient que des fluides, que du pore, ou que du solide. L'échelle, pas que du solide, ou une zone poreuse, l'échelle de Darcy. Donc en fait, on les a définis en faisant asymptotic matching, de façon à ce que ces équations tendent de façon asymptotique vers les approches volumofluides que je vous ai montré là avant quand on est à l'échelle du pore, ou vers les équations qu'on utilise pour le multiphasique en milieu poreux quand on est dans une zone purement poreuse. Le modèle, on l'a implémenté sous OpenFOAM, il est disponible en open source si vous êtes intéressé. Et un point qui est important, c'est la zone de transition entre une zone poreuse et une zone non poreuse. C'est là où il y a la plus grosse incertitude sur le modèle qu'on a développé. Donc on a la continuité du tenseur visqueux, ça c'est ce qu'on obtient avec ces équations de Boltzmann. On a la continuité de la vitesse normale interface. Et ce qu'on a fait, faute de mieux, c'est qu'on impose un angle de contact à l'interface entre la zone poreuse et nos deux fluides. Alors, ce ne serait pas ce qu'il y a de mieux, mais aujourd'hui, c'est le mieux qu'on puisse faire. Donc, on a fait toute une partie de validation. Donc, j'ai dit qu'on a ce jeu d'équations qui est valable à quelles que soient les échelles. Il faut le prouver. Donc, on a fait 2 types de simulations. Dans un premier temps, on a utilisé ces approches pénalisées pour être sûr que nos jeux d'équations correspondaient vraiment à ces approches volumophiles à petite échelle. Donc, ce que vous avez à droite, c'est une simulation volumophile standard, où ici on a un maillage complexe, on a retiré les cellules qui contiennent les grains et on a une condition à la limite à l'interface, on a une condition à la limite au bord du maillage. De l'autre côté, c'est notre approche hybride micro-continue. Ici, on a une grille purement cartésienne et on a coloré
les cellules qui contiennent du solide. Et donc ici, on a une sorte de frontière immergée. Alors, c'est pas vraiment frontière immergée, mais ça s'y rassemble, ça y ressemble. Et on a fait les calculs. Donc là, on injecte un écoulement, un fluide non mouillant dans le système, et vous voyez qu'on a un très très bon accord entre notre approche hybride et notre approche, l'approche standard volumofluide. On a fait le même type de validation à l'autre spectre des échelles. Donc ici, on est large, on n'a que du milieu poreux partout. Donc on a un domaine avec un champ de perméabilité. Donc la perméabilité dans Darcy, c'est ce qui nous permet de caractériser le milieu, et on a un champ de perméabilité qui est hétérogène. Donc on a fait deux calculs. Un calcul où on utilise notre approche micro-continue hybride, et un calcul où on utilise le Darcy généralisé à deux phases fluides. C'est ce qui est utilisé de façon classique en réservoir, en ingénierie réservoir pour le sous-sol. Et donc, ce qu'on observe, on observe exactement le même type de pattern entre notre solution référence, qui est le Darcy généralisé ici, et notre approche hybride qui est ici. Donc, on voit se développer des instabilités visqueuses qui sont liées à cette hétérogénéité fluide. Donc ça, en mécafluide, c'est aussi connu sous le nom des instabilités Staffman-Taylor, qui sont des instabilités biphasiques qu'on observe entre deux plaques parallèles sur les cellules et les chauds. Sauf qu'ici, on n'est pas sur deux plaques parallèles, on est vraiment dans du milieu poreux. Donc on a notre modèle qui est capable de reproduire, donc on a ce jeu d'équations uniques qui est capable de reproduire les grosses échelles, les petites échelles. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser aussi pour faire des simulations hybrides. Hybrides, c'est-à-dire qu'on a des zones qui sont poreuses, des zones qui ne contiennent pas de solide. Donc ça, c'est le cas test qu'on a utilisé. Donc vous voyez ici, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on est au bord d'une rivière ou au bord de la mer. On a, en dessous de cette ligne noire, on a un matériau poreux, du sable ou un lit gravé. En rouge, c'est la saturation en eau. En bleu, c'est l'air. Donc, dans le milieu poreux, initialement, vous voyez que ce n'est pas exactement le même bleu. Pourquoi ici? Parce qu'on a des forces capillaires qui retiennent l'eau à l'interface entre nos grains solides. C'est pour ça que ce n'est pas exactement la même chose. Et initialement, ce qu'on fait, c'est qu'on lâche la colonne d'eau, et la colonne d'eau va aller se cracher sur notre barrière poreuse. Et alors, ce que je vous demande de regarder ici, c'est pas forcément la dynamique de propagation de notre vague qui va être créée, parce que là, nous, on ne prend pas en compte la turbulence, il y a peut-être des erreurs là-dessus, mais c'est plutôt de regarder ce qui va se passer dans cette barrière poreuse, où là, on va avoir une infiltration de l'eau par gravité et qui va être retenue par capillarité. Voilà à peu près le genre de simulation qu'on est capable d'obtenir. La quasi-totalité des codes de calcul CFD qui considèrent des zones poreuses, ils ne prennent jamais en compte la physique multiphasique dans la zone poreuse. Donc dans cette présentation, j'ai parlé de deux choses pour l'instant. J'ai parlé des réactions de surface dans le milieu poreux, des écoulements biphasiques, avec ces approches micro-continues. On a couplé les deux. C'est-à-dire qu'on a des écoulements multiphasiques réactifs. Donc ici, ce que vous voyez, c'est qu'on a notre grain de calcite, le même que celui que j'ai montré tout à l'heure. Seulement, on injecte une concentration beaucoup plus forte d'acide chlorhydrique. Et vu qu'on travaille à pression atmosphérique, en fait, la réaction, ce qu'elle fait, c'est qu'on va générer des bulles de CO2 à la surface du solide. Et ces bulles de CO2, elles vont nucléer, elles vont croître, elles vont merger, ensemble. Et éventuellement, elles vont se détacher et partir en dehors des pigments. Donc ça, c'est des expériences microfluidiques qu'on a fait au laboratoire. Et ici, ce que vous voyez, c'est les résultats de simulation avec notre approche micro-continue qui fait du multiphasique et du transport réactif. Et donc on voit qu'on a le même type la même séquence en fait de déformation des bulles. Donc on commence à avoir une nucléation
à la surface de notre solide, nos bulles de CO2 croissent. Au bout d'un moment, elles commencent à coalescer les unes entre elles. Donc on a cette population de bulles finalement qui diminue au cours du temps. Et on se stabilise sur quelques gros objets qui éventuellement se détachent et partent en dehors de l'écoulement. On n'a pas exactement la même validation qu'on avait sur le monophasique, il y a beaucoup plus d'incertitudes sur le biphasique, mais mine de rien, on a la même séquence dans un domaine transitoire qui est assez similaire. Donc, ça nous a permis de valider, cette expérience nous a permis de valider notre modèle numérique. Et à partir de là, on a voulu regarder quel est l'impact de la présence d'une seconde phase fluide sur l'émergence de ces instabilités de dissolution que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si on est purement monophasique, des instabilités dans un domaine de wormhole ramité, c'est à peu près ce qu'on obtient ici. Ça correspond au diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on est purement monophasique. Maintenant, on fait exactement la même simulation, les mêmes paramètres, mais on va dégazer du CO2 à la surface d'écran. Et c'est le genre de simulation qu'on obtient. Donc là, on commence par avoir les instabilités au début, mais on crée cette phase gaz, cette bulle de CO2 qui sont au début au sein d'un pore, qui commencent à croître, qui sortent du pore, qui mergent avec les deux bulles de CO2 et qui nous créent une grosse barrière qui limite la pénétration de l'acide à l'intérieur du domaine. Et donc, ce qu'on voit, c'est que là où en monophasique, on avait un régime ramifié, en multiphasique, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Là, vous pouvez regarder le taux de solide, l'évolution du taux de solide en régime monophasique et en régime biphasique. On n'est plus du tout sur les mêmes dynamiques et sur les mêmes ordres de grandeur. Et de façon assez intéressante, la quantité de gaz dans le système est à peu près stabilisée à 30-35%. Ça, c'est aussi des choses qui ont été observées expérimentalement. Donc la conclusion finalement de cette étude, c'est de se dire, ces diagrammes Peclet-Damkoller qu'on trouve assez souvent en ingénierie au niveau du sous-sol, est-ce qu'il ne faudrait pas leur rajouter une autre dimension qui serait la solubilité du gaz dans le liquide? En gros, avoir pas des schémas Peclet-Damkoller, mais Peclet-Damkoller et une autre dimension. On arrive à la conclusion, pas trop long. Donc voilà, nous on développe, on regarde tous ces phénomènes dans les milieux poreux. Les milieux poreux, c'est assez compliqué. C'est pas juste une zone poreuse qu'on a dans notre simulation CFD. Il y a beaucoup de physique qui s'y passe, notamment on a beaucoup de problèmes d'échelle. On a des milieux qui peuvent être hétérogènes, plusieurs échelles qui sont intriquées les unes dans les autres. On a de la chimie de surface, on a de l'hétérogénéité de minéraux. On a voilà, beaucoup de phénomènes qui sont couplés. Et les modèles, on va appeler macroscopiques, grande échelle, mais ce n'est pas toujours pertinent. Donc la stratégie pour nous, c'est de revenir sur les petites échelles, ce qu'on appelle le pore scale, qui sont les échelles où on maîtrise mieux la physique, mais par contre les outils ne sont pas toujours adaptés. Il n'y a pas les outils CFD aujourd'hui qui nous permettent de faire tout ce qu'on veut. Donc nous, on développe ces outils, on développe cette physique. Pour ça, on se base sur cette approche micro-continue qui a le gros avantage finalement d'être multi-échelle. On peut faire de la petite échelle, de la grande échelle, des échelles hybrides, ce qui nous permet de faire par exemple des simulations dans des images microtomo où on a de la porosité sous voxel. C'est-à-dire on modélise ce qu'on ne voit pas vraiment. C'est des approches qui sont très bien adaptées pour simuler des problèmes où on a une interface fluide-solide qui se déplace au cours du temps. Donc, à cause de problèmes mécaniques ou à cause de problèmes de chimie de surface, par exemple pour la dissolution. Donc on a étendu cette approche au multiphasique, on continue à travailler dessus, et on est en train de synthétiser un petit peu tous les développements qu'on a fait par-ci par-là au sein d'une plateforme unique qu'on appelle Porous Media for Foam. Alors for Foam, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la mousse, c'est parce que c'est un package qu'on a développé pour le code OpenFlow. Donc on travaille dessus, il y a une première version qui est déjà disponible sur GitHub et elle a vocation à évoluer au cours du temps. Alors je voudrais finir par quelques remerciements, donc nos financements, les personnes avec qui j'ai travaillé à Princeton, à Stanford.
Moi, je fais du numérique. Vous me verrez assez peu souvent au laboratoire. Donc, je travaille énormément avec des expérimentateurs. Je tiens à les remercier, notamment sur la partie microfluidique, sur la partie imagerie, et aussi toutes les personnes qui travaillent sur le développement du code. Et juste un petit peu de pub pour finir. Alors, il reste quelques jours, à mon avis, pour si vous êtes intéressés. On a publié tout un dossier dans le magazine Pour la science du mois de mai. Donc, on est le 25 mai, il est peut-être encore en kiosque, qui explique finalement les expériences microfluidiques qu'on fait dans le domaine géosciences. Donc voilà, vous avez un petit dossier de 9 pages dans le magazine du mois de mai. Et je vous remercie pour votre attention. Alors c'est négligeable, non, c'est pas négligeable. Je vais essayer de. Alors, en fait, c'est une super bonne question et c'est des sujets compliqués à traiter. Attends, je dois juste. Ah. Non, mais là, je suis assez fier de ces questions, de ces simulations, donc je préfère. Donc c'est un de mes doctorants qui est en train de travailler là-dessus. Donc là, c'est pas de l'érosion, c'est du transport de particules. Transport de particules, donc ça va répondre à une partie de la question et je répondrai à la deuxième après. Donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est le colmatage de pores par transport de particules. Donc on a les particules donc c'est la deuxième partie de la question, les particules qui sont détachées, qui vont s'écouler dans le milieu poreux et qu'est-ce qu'elles font? Ben, finalement, elles vont s'agglomérer entre elles vont aller boucher des pores. Si elles bouchent les pores, ça va rediriger complètement les lignes d'écoulement et au bout d'un moment, ça bloque le pore, il y a une chute de perméabilité. Nous, d'un point de vue application, c'est crucial parce que, par exemple, sur un doublet géothermique, ce qu'on ne voit pas ici, donc on pompe du fluide chaud, on injecte du fluide froid. Donc dans l'injection, ben, on va commencer à détacher des petites particules. Donc, on a une érosion interne, on va détacher des particules qui vont finalement aller boucher des pores. Et à un moment, ben, une fois que tous les pores sont bouchés, on ne peut plus injecter. Et ça, pour un exploitant du sous-sol, ça veut dire que son puits est mort et c'est des millions d'euros pour reforer ou pour injecter de l'acide pour tout regrignoter. Donc voilà, on essaye de développer des modèles qui nous permettent de mieux comprendre cette érosion interne et ces phénomènes de colmatage. Donc on fait ça à petite échelle. Donc ici, on a carrément l'interaction électrostatique. Hein, on est sur des petites particules, donc les interactions d'agrégats entre les particules. Et voilà c'est le type de simulation qu'on fait. Donc on injecte les particules. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, on considère qu'elles ont été détachées par ailleurs. Et on voit qu'elles viennent bloquer des pores. Et du coup, ça réduit drastiquement notre perméabilité. Sur la question purement détachement-érosion, donc on pense qu'on peut y répondre à partir de ces simulations fines. Par contre, après, il faut développer les bons modèles à plus grosse échelle. Donc ici, sur les particules, on a plusieurs formes. Donc, il y a les points de contact mécaniques, c'est du hertzien, et on a ce qu'on appelle les forces DLVO, donc les forces d'agrégation. En fait, Van der Waals, c'est électrostatique. Et ça, c'est des forces qui vont changer en fonction du pH et de la salinité de la solution aqueuse. Et sur les forces fines, après, il y a des forces, c'est la force du premier. Après, ouais. Donc là, c'est des simulations qu'on appelle four-way coupling. Hein, donc les particules sont advectées par le fluide. Le fluide voit la présence des particules, donc il y a une réfraction, et les particules interagissent entre elles, et il y a une interaction avec les parois solides. Donc à grosse échelle, c'est vrai que nous on a tendance dans les modèles qu'on cherche à développer à voir cette érosion comme un phénomène de dissolution.
Et voilà, par contre, il faut rajouter toute une histoire de comment je transporte la phase visite. Sur la simulation d'avant? Ouais. Alors ici, donc sur le, alors, je ne sais pas quel niveau de détail je vais aller. Sur les approches numériques, c'est du CFD-DEM en fait. C'est-à-dire que les particules, on les résout avec du Lagrangien. Donc chaque particule, et finalement, c'est des lois Newton, hein, chaque particule, on résout les. Ouais, oui. Donc il y a deux choses. Il y a l'écoulement qui est calculé sur la grille eulérienne, les particules sur le Lagrangien. Ensuite, on projette les particules sur la grille eulérienne, et donc on a une fonction couleur, hein, ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure. On a une sorte de fonction couleur qui nous donne la présence des particules sur la grille eulérienne. Sur le CFD-DEM de base d'OpenFOAM, il y a une limitation qui était assez importante, c'est-à-dire qu'il faut que les particules soient plus petites que la taille de maille. Donc nous, on a travaillé pour finalement lever cette contrainte, et aujourd'hui, notre solver il est capable d'avoir des particules qui sont plus grosses que la taille de maille. Vous faites de la pénalisation en fait. Après, il y a une approche beaucoup plus adaptée, il me semble, quand les éléments sont plus faibles, on rajoute une phase de vitesse. Là, on pénalise le senseur de déformation. Alors nous, c'est pas la déformation, c'est une sorte de, on considère finalement que c'est une sorte de, c'est le principe du Brickman en fait. Très basse. Alors ça, c'est dans le cas, voilà, ça c'est dans le cas où on est plus gros. Après, sinon, oui, non, enfin oui, c'est exactement ça. Et en fait, quand on est sous-résolu, finalement, on a une sorte d'agrégat, et là, on va considérer vraiment du Brickman avec du zone sous-résolu. Et nous, dans nos cas, on est sur des époulements assez lents. Je regarde. Ok. Ouais, une question plus de gestion maintenant. C'est quoi le Darcy Oui, c'est vrai que je n'ai pas présenté. J'aurais dû le faire. Non, je l'ai pas présenté, j'aurais dû le faire parce que c'est vrai que c'est. Après, attendez, je vais quand même le montrer. Non, pas de simu. Pas de simu. Voilà. Donc en multiphasique, il y a plusieurs façons de faire du Darcy. Nous, ce qu'on appelle, c'est le Darcy multiphasique. Donc en gros, on va considérer qu'on a une loi de Darcy dans chacune des phases. On a deux vitesses. Une vitesse par exemple pour le gaz, une vitesse pour l'eau. On a une loi de Darcy dans chacune des phases, avec une pression dans chacune des phases, une vitesse moyenne dans chacune des phases. Et ici, vous avez le cas qui est la pression, la perméabilité absolue, donc elle qui est géométrique. Et en fait, on voit qu'il y a une fonction en plus. Là. Et celle-là, on appelle la perméabilité relative. En gros, on va réduire la valeur de notre perméabilité absolue par la présence de nos phases. En plus de ça, on a une équation sur la saturation. Donc le pourcentage d'eau dans le fluide qui va évoluer au cours du temps. C'est cette perméabilité relative, ce qu'il y a, c'est qu'elle dépend des saturations. Donc on a des fonctions assez compliquées en fait, qu'on sort de mesure en fonction, voilà, et puis elles dépendent du système, elles dépendent de beaucoup de choses. Au niveau des différences de pression, on n'a pas les deux phases qui sont à la même pression, à cause de la courbure, mais pas que de la courbure, à cause de notre interaction avec le aussi. Et donc là, on a donc c'est pareil, ces différences de pression, elles dépendent des courbes de pression populaire, elles dépendent de la saturation, et donc c'est des données qu'on donne au modèle. Et toute la France, dans quelque chose, les conditions aux limites sont imposées. Non, c'est bien. Alors, en entrée,
Bon, dans la dernière simu que j'ai fait, oui, non, c'est des vitesses imposées en entrée et façon en sortie. Mais est-ce que le sort de candidat, Ça peut changer. Ça pourrait changer. Modification par réalisme et dans le pratique de l'état, c'est plutôt vraiment c'est assez discutable en fait. Mais oui, oui, c'est pas. Enfin, les deux sont valables. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on y regarde et ça peut changer un petit peu les frontières qu'on obtient sur ces différents régimes d'instabilité. Pas encore, mais on y vient. On regardera ça. On regardera ça. Qui traite de thématiques assez connexes à ça. On va plutôt regarder d'un point de vue microphysique, hein, plus que d'un point de vue expérimental. Plus que d'un point de vue numérique. Là, c'est très couplé, hein, parce que les particules avancent dans le temps et font une rétroaction sur l'écoulement. Donc, à chaque pas de temps, en fait, les deux sont couplés. Hein. C'est au sein d'un pas de temps, on advecte les particules, on recalcule l'écoulement, on réadvecte les particules, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions à distance? En fait, j'avoue qu'on entend très bien les réponses, mais on entend très mal les questions qui ont été posées. Donc, mais sinon, elle était très intéressante, cette présentation, avec à la fois le numérique et l'expérimental. Donc, c'était vraiment très bien. Merci. On se base souvent sur le gradient, en fait, le gradient de cet indicateur de phase. Dans le gradient, on a l'orientation. Après, moi, tout ce que je fais, c'est très algébrique, c'est-à-dire je mets toute la difficulté dans les équations et pas sur la discrétisation. C'est moi. Finalement, la différence, c'est un peu comme les discussions entre level 7 versus volumétrie. Donc, je suis moins précis, hein. Je suis d'accord avec ça, je suis moins précis que si je mettais tout sur la discrétisation. Une autre question, c'est est-ce que donc là, un modèle pour une des deux échelles, c'est fait, c'est rencontré des difficultés dans les échelles temporelles différentes. Je pense au problème de réaction, tu peux avoir des réactions, c'est surtout au niveau de la simulation. La réflexion avec un certain temps caractéristique, une réaction différente et comment tu simules. Donc il y a en effet sur les pas de temps, on voit, alors tu parles des réactions, mais il y a surtout sur le multiphasique, hein, sur les écoulements multiphasiques. Donc les écoulements multiphasiques en milieu poreux, on disait on est sur des écoulements lents, milieu poreux, on aime bien les écoulements lents, hein, typiquement dans un aquifère, c'est une vitesse standard, c'est 1 mètre par jour. Ça, hein, sur le déplacement, on est vraiment sur des trucs, quelques mètres par jour, en fait, on est vraiment sur des trucs assez lents. Par contre, sur le multiphasique, d'un point de vue global, c'est lent, mais de façon très ponctuelle, ça peut être très rapide. On a des choses qui s'appellent les sauts de Haynes. Donc, on a notre interface qui arrive, qui est coincée au seuil d'un port. Donc, tout ça, c'est lent. Et puis, tout d'un coup, elle va envahir le port. Et quand elle envahit le port, il y a une
dynamique qui est très très rapide. Là, le problème pour nous pour capturer ça, c'est justement là, il y a des problèmes. C'est que tout est dans l'ensemble, tout est très lent. Et puis d'un coup, ça devient très rapide. Et en fait, les simulations sont contraintes par ces données rapides. C'est des simulations assez longues avec des facteurs qui font peur à beaucoup de personnes. Voilà. Dans cette partie de milieu pour vous, qu'est-ce qui domine plutôt dans le côté en chemin ou en autre, le côté chimique ou le côté visqueux Alors c'est une bonne question sur laquelle on va répondre avec en fait, c'est pas une question avec une réponse définitive, on va répondre avec des nombres adimensionnés. Donc, par exemple, je mets la chimie de côté, je regarde que le transport. Donc j'ai des schémas, j'ai des écoulements préférentiels. Par exemple ici. Là, j'ai des écoulements préférentiels. Ça, c'est l'aspect visqueux qui nous le dit. Hein. Donc, ça, c'est les écoulements. Sur l'aspect transport, ça va dépendre du nombre de Peclet. Le nombre de Peclet, c'est vraiment advection sur diffusion. Donc, si je me retrouve sur un système, sur du transport qui est piloté par l'advection, donc un nombre de Peclet qui est très important, je vais contaminer seulement ces zones-là. Si je suis sur un nombre de Peclet qui est très faible, donc je suis piloté par la diffusion, les particules, les espèces chimiques, elles n'ont aucune raison de suivre les lignes de courant parce que c'est la diffusion qui domine. Donc là, elles vont contaminer tout le chemin en même temps. Donc finalement, les zones qui sont contaminées, ça dépend ici de ce nombre de Peclet. Si on commence à regarder la chimie de surface, il y a aussi un autre nombre adimensionné qui est le nombre de Dam-Kohler, qui lui, c'est la réaction de surface sur le transport. Et donc ça change beaucoup la dynamique du transport. Merci encore. Le prochain séminaire aura lieu à la fin du mois,